Je vous l'avais dit, ils risquent d'être très inspirants tous les deux. J'ai quand même envie de vous présenter un tout petit peu plus longuement Fernand Dansereau, parce qu'on l'a moins entendu à la radio, à la télé, qu'on a entendu M. Lacourcière, dont on boit toujours les paroles. Mais je vais vous rappeler que Fernand Dansereau, bien sûr, a fait les beaux jours de l'Office national du film. Il exerce son métier de cinéaste maintenant depuis la fin des années 60 dans le privé, comme on dit. Et ne serait-ce que pour vous faire une image, il a personnellement réalisé une 50aine de films, et de courts ou de longs métrages, et il en a produit une 100aine. Tout ça pour vous dire qu'il a donc, depuis longtemps, diriger sa caméra vers les autres, vers essentiellement, très souvent, les gens qui habitent nos territoires. Et évidemment, c'est lui, vous le savez, qui avait fait l'adaptation des Filles de Caleb, le scénario de la série Chiaoué. Et bien sûr, c'est un homme dont on a salué la trempe cinématographique remarquable par le grand prix du Québec Albert Tessier qu'on lui a donné en 2007. Alors, je vous prie d'accueillir celui que certains appellent le cinéaste porte-bonheur, M. Fernand Dansereau. Je voudrais remercier d'abord Solidarité Rurale de m'avoir invité. J'étais un peu surpris de ça. Je me suis demandé pourquoi. Et c'est sans doute lié à l'espèce de réflexion que je poursuis sur la question de l'environnement. Il faut que je vous dise que je suis un peu inquiet pour mes petits-enfants. J'ai un de mes fils qui est ici, là, que je salue, mais je suis inquiet surtout pour la génération qui suit. Stephen Lewis, en ouvrant le congrès sur l'éducation et l'environnement, à cette période ici, l'an dernier, en 2009, il disait « il est trop tard, c'est fini. L'humanité ne pourra pas éviter la catastrophe. » Et c'était extrêmement déprimant à entendre. Et pourquoi il disait ça? Ben, il rappelait, comme c'est ce qui m'habite comme fantasme déjà depuis un certain nombre d'années, les scientifiques nous disent qu'il faudrait les ressources d'au minimum 3 planètes, peut-être 5, pour faire partager à l'ensemble de l'humanité le mode de vie que nous expérimentons en Occident. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut espérer que les grandes masses humaines acceptent de changer de mode de vie? Parce que la planète, elle pourrait suffire aux besoins des 7 milliards d'êtres humains qui sont là, mais elle ne peut pas survivre à la société de consommation. Imaginez-vous une solution, vous, à ce problème-là. Vous voyez le BRIC, ce qu'on appelle les pays émergents, commencer à s'établir, puis à vouloir aussi s'emparer des ressources. Qu'est-ce que c'est, les solutions? L'humanité a toujours réglé ce problème-là, le partage des ressources, par la guerre. C'est comme ça qu'on s'est approprié des ressources. Puis, au fond, en Occident, on vit depuis minimum 3 siècles là, sur les fruits de la colonisation. Mais les anciens colonisés, ils sont un peu plus menaçants. Hein. Quand on va monter la Chine, quand on va monter l'Inde, quand on va monter le Brésil, la Russie, tout ça, c'est un peu moins sûr. Vers quoi s'en vont nos petits-enfants? Dans quel avenir ils vont vivre? Moi, je ne voyais pas de solution à ce problème-là, d'autre que vraiment une expectative d'années très difficiles, très dures pour cette génération-là. Puis j'ai rencontré à un moment donné la pensée d'un homme qui m'a... Avant ça, je veux dire que j'avais fréquenté un bout de temps l'idéologie de la décroissance. Il y avait des gens qui nous proposaient la décroissance comme modèle de fonctionnement. Et à la longue, j'ai essayé de m'intéresser à ça, mais à la longue, je ne suis pas arrivé à vraiment y croire. D'une part, parce que ça me semble inhérent au processus vital même d'espérer la croissance, puis je ne vois pas comment on amènerait des masses humaines à laisser de côté l'idéal de croissance. C'est vraiment, au contraire, il faut leur proposer un autre idéal de croissance.
Mais c'est aussi parce que toute l'économie mondiale actuelle repose sur la société de convoitise qu'on voit. Chaque heure de télévision vous propose 18 minutes de publicité. Ces 18 minutes de publicité-là vous convoquent sans cesse à désirer des choses dont vous n'avez pas besoin. Et toute l'économie mondiale repose sur le fait que vous allez obéir à ça. Quand la consommation chute aux États-Unis, la crise mondiale existe. Comment on va sortir de ça? Là-dessus, il y a un sociologue qui s'appelle Edgar Morin, puis d'autres après qui ont parlé d'une métamorphose nécessaire. Qu'est-ce que c'est que la métamorphose? Il dit, les grands systèmes arrivent des fois à des niveaux de complexité tels qu'ils s'autodétruisent, et ça les conduit à leur mort. Mais il dit, parfois, c'est pas ça qui arrive. Parfois, la crise devient tellement grave que le grand système se transforme. Il installe un métasystème qui va changer la réalité. Alors, il donne des exemples. Par exemple, les petites villes grecques, au IVe siècle avant Jésus-Christ, étaient assaillies par les Perses. Et la seule façon qu'ils s'en sont sortis, c'est en inventant la démocratie. C'était des royautés avant. Mais c'est par la démocratie qui a été inventée qu'ils sont allés chercher les ressources dans le peuple qui ont permis de résister à l'invasion perse. De même manière, après la guerre de 14, les Allemands sous la République de Weimar sont coincés dans une situation politique absolument impossible pour eux, une situation économique. Et c'est de là que naît le nazisme. Hitler se lève, propose une nouvelle définition de la situation, et tout à coup, la métamorphose se produit et un régime très puissant se lève. Parce que Morin a dit que la métamorphose n'est pas toujours positive, des fois négative, mais c'est une transformation du système. Moi, j'ai vu de mon vivant 2 fois, peut-être 3 fois, des métamorphoses comme ça. J'étais jeune homme, comme M. Lacourcière, sous Duplessis. Encore tout jeune. Puis, le cléricalisme, ce régime politique-là, nous noyait l'horizon de façon aussi noire là, que ce que les jeunes peuvent ressentir aujourd'hui. Il n'y avait rien, je me rappelle, dans les années 50, moi j'étais journaliste au Devoir, on luttait, le Devoir était assailli, il restait que 13 000 lecteurs. Puis on se battait avec tous les espoirs de la jeunesse, mais c'était très, très, très noir l'horizon. Puis tout à coup, la métamorphose s'est produite. Duplessis meurt, en 6 mois, tout change. Puis la Révolution tranquille éclate. Puis on s'aperçoit que cette Révolution tranquille-là ouvre toutes sortes d'horizons, libère toutes sortes d'énergies, rend toutes sortes de possibles, désirables, possibles. Puis elle est faite, cette Révolution-là, de tout ce qui avait été entrepris avant, partout. Tout le monde qui, comme nous, au Devoir, mais partout, dans les syndicats ruraux, dans la CTCC qu'on appelait tout ça, travaillait à changer la société. Et tout à coup, le Québec s'était trouvé une nouvelle âme. Puis là, il y avait des choses possibles. Puis j'ai vu ça se passer une deuxième fois avec l'Expo. Quand Drapeau a proposé l'Expo à Montréal, il nous a aussi proposé une espèce d'objectif absolument fabuleux. On est entré là-dedans, puis ça a développé une énergie qui fait un renouveau extraordinaire.